Salut, salut! Bienvenue sur votre nouvelle émission préférée, Le café c'est pour moi. On enchaîne aujourd'hui avec un nouvel épisode où j'ai encore une invitée de marque. Vous allez vite vous rendre compte que je n'ai que des invités de marque. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une championne. Une championne qui va s'appeler Championne aujourd'hui d'ailleurs, qui vient nous partager son histoire. Une histoire lourde, certes, mais pleine de sagesse. C'est bizarre ce que je dis, mais vous allez voir, pleine de sagesse. Donc je suis très très heureuse de recevoir cette championne aujourd'hui. Pour être très honnête avec vous, c'est elle qui me reçoit. On savait pas trop où aller pour avoir du silence. Elle m'a gentiment invitée chez elle. Du coup, aujourd'hui, le café, c'est pour elle, plutôt, pour être vraiment honnête. Donc voilà, pour vous préparer aussi, parce que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont lourds. On va aborder les sujets de l'infertilité, des fausses couches, etc. Si vous êtes en train de vivre ce genre d'épreuve, si vous avez vécu ce genre d'épreuve et que vous n'êtes pas apte à entendre parler de ce sujet, c'est pas déconnant de couper. Il y aura d'autres épisodes qui vous correspondront plus, il y a pas de problème. En tout cas, voilà, je suis super heureuse d'avoir la chance de vous faire découvrir l'histoire de cette championne qui va beaucoup vous toucher, je suis sûre, mais vous allez voir, pas que. Donc voilà, on va vraiment, comme je vous disais, donc parler d'infertilité, en l'occurrence, pour être très précis, de fausses couches. Donc déjà, bonjour championne. Hello, hello. Merci Bonjour. Sarah de me recevoir. Merci à toi de me recevoir, on dit la vérité. C'est toi qui me reçois. Mais merci de me faire l'honneur de participer du coup à ces podcasts. Oh, c'est tout le plaisir est pour moi. On va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde est connecté là sur le podcast pour ça. Donc toi, tu rencontres des problèmes d'infertilité. En l'occurrence, tu as rencontré pas mal de fausses couches. Est-ce que je peux me permettre de te demander à ce jour combien de fausses couches tu as vécues? Oui, j'ai une trentaine de fausses couches, on va dire, à mon effectif. Et j'ai également une grossesse extra-utérine. Ok. Et donc il faut savoir, avant de continuer à te laisser parler de ton histoire, il faut savoir que je connais cette championne parce que j'ai eu l'honneur de l'accompagner. Donc j'ai été sa prof de boxe pendant très longtemps. Et en fait, elle est persuadée que c'est moi qui l'accompagnais, mais finalement c'est elle qui m'a accompagnée. Et vraiment, c'est ça, c'est toi qui m'as accompagnée, je t'assure. Et pourtant, genre, on se voit pas spécialement dans la vie, les week-ends et tout. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais on n'est pas de la même famille. Je veux dire, on n'a pas de lien au-delà de ça. Et dans chaque épreuve, difficulté que je rencontre dans ma vie, genre, je m'inspire de ta force, vraiment. Non, mais alors, on commence pas à chialer tout de suite, mais je voulais te le dire. Donc, ma championne, à toi le mic, je sais pas ce que tu peux nous dire. L'idée, c'est quand même de partager ton histoire parce que il y a peut-être d'autres femmes qui traversent ça, qui ont traversé ça, qui vont traverser ça. Mhm. Et ce que j'aimerais qu'on mette en avant, c'est un, la manière dont, si possible, tu as su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mhm. Deux, la manière dont tu as appréhendé ça. Et puis, trois, tout le ressentiment, tout ce que tu Ouais. as surmonté, comment tu l'as surmonté. À toi le mic. Alors, l'histoire, elle est assez longue, mais on va essayer d'être, On a le temps. ouais, mais on va essayer quand même d'être concise et aller à l'essentiel. Euh, j'ai découvert en fait ces problèmes de fausse couche un peu au hasard. C'est vraiment, ça s'est fait en fait d'une manière assez traumatisante dans un premier temps, douloureuse et vraiment où, enfin, je l'ai découvert en n'ayant jamais eu connaissance de ce sujet-là, Mm. vraiment. Donc c'était il y a plusieurs années où donc j'ai eu ma première grossesse après un an d'essai. Et naïve comme j'étais à ce moment-là et innocente sur le sujet, bah, j'étais toute contente et je l'ai annoncé donc à mon mari. Et en fait, quand j'ai été, donc j'avais un certain nombre d'examens à faire, bah, comme lors d'une première grossesse. Et quand j'ai été faire donc ma prise de sang de contrôle pour vérifier que le taux évoluait bien, Mhm. c'est à ce moment-là en fait où quand je suis arrivée au laboratoire récupérer mes analyses, la biologiste est venue me voir et elle me dit écoutez, en fait, madame, votre grossesse n'évolue pas. Et en fait, alors déjà, dans un premier temps, première grossesse, j'étais tellement, tellement, tellement euphorique, tellement contente
J'avais vraiment fait tout ce qu'on peut faire quand on découvre une première fois sa grossesse, des annonces un peu de surprise, etc. à son entourage et tout ça, que ce soit à mon mari, à ma belle famille, ma famille et tout ça. Mhm. Que en fait, on est sur un nuage, on se projette très rapidement. J'étais bien plus jeune que maintenant. Tu es toujours très jeune. Oui, toujours très jeune et fraîche, bien évidemment. Mais j'étais bien plus jeune et innocente. Et surtout, vraiment, j'avais mes zéro connaissance sur ce sujet-là. Et quand la nana du laboratoire m'a annoncé ça, en fait, je me suis sentie mais dépérir. J'ai pas compris en fait. Le laboratoire, il a tourné autour de moi. Elle l'a fait en plus d'une manière pas très bienveillante. Et, euh, et en fait, ouais, ça m'a complètement anéanti. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais dans un état, mais je crois de sidération, mais totale, profonde. Enfin, vraiment, j'étais dans un autre monde. Et d'ailleurs, j'ai hurlé au laboratoire. C'est compréhensible. J'ai hurlé au laboratoire tellement j'étais choquée de la nouvelle, en fait. Et cette nouvelle-là, en fait, vraiment, ça a été un traumatisme pour moi. Vraiment, ça a été un sacré traumatisme. Mais c'est après, hein, après des années, en fait, qu'on se rend compte que finalement, ça a été une force. En fait, cette sidération profonde, je suis tellement tombée extrêmement bas à ce moment-là que je pouvais pas tomber plus bas que ça, en fait. C'était tellement violent que voilà, enfin, par la suite, en fait, les 30 fausses couches qui se sont suivies, en fait, derrière, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, hein, mais c'était moins douloureux. C'est comme si cette première fois, finalement, elle t'avait vacciné contre la douleur. Pas contre la douleur, mais en fait, elle m'a permis de mieux accepter celle qui allait arriver. Parce que c'était d'une violence, mais extraordinaire. Vraiment, en fait c'est comme si ça m'a enlevé, enfin, c'est pas comme si, ça m'a enlevé en fait toute mon innocence à ce moment-là. Hmm. Toute l'innocence que j'avais sur ce sujet-là de la maternité, bah, en fait, en une fraction de seconde, ça m'a, mais ouais, tout enlevé, quoi. Enfin, c'est assez. C'est ça, c'est qu'en fait, t'as fini par te dire, de toute façon, rien n'est gagné, c'est arrivé une fois, ça va potentiellement arriver encore. Exactement. Et en fait, bah, les premières, surtout, les premières fausses couches, enfin, enfin toutes les autres de toute manière, mais surtout les premières, euh, ça a créé chez moi, en fait, mais une angoisse systématique. Vraiment, Hmm. à chaque fois, en fait, où je suis tombée enceinte, euh, ça a déclenché, en fait, une peur à la moindre douleur, Hmm. des réflexes à chaque fois que je vais aux toilettes, vérifier si j'avais pas du sang qui coulait. Enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, je crois qu'on appelle ça de l'hypervigilance. À J'étais, juste titre, après, je veux dire. ah ouais, non, ouais, mais moi, enfin, je découvrais en fait cette histoire d'infertilité, de fausse couche, mais je découvrais en fait en même temps tout ce que le cerveau Hmm. pouvait faire, en fait, comment il pouvait se comporter face aux épreuves, face aux dangers, face aux risques. Enfin, vraiment, ça m'a ouais, vraiment enlevé de toute mon innocence, vraiment. Donc, Et du coup, tu as appris que... Alors, est-ce que tu savais déjà que tu avais un problème de fertilité, puis tu as eu tes fausses couches, ou c'est ça qui t'a fait découvrir? c'est ça, en fait, qui m'a fait découvrir l'envers du décor, j'ai envie de dire. Même si ce parcours-là, en fait, au départ, il a été enfin, dès le départ, de toute manière, il a été jalonné de difficultés. De par l'accompagnement que j'ai pu avoir avec la gynécologue qui me suivait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait développer, ça aussi. Ben, je t'en prie. Euh, En fait, on prenait ça à la légère, en disant, ouais, bon, les premières fausses couches, ça arrive, quoi. Et Et c'est vrai que c'est ça un arrive. discours qui existe encore en Oui, 2024. On est en 2024 c'est ça, aujourd'hui. exactement. C'est Et ça arrive et ça continue. Et je trouve que c'est trop dommage, en fait, de ça. porter le même discours en fait à tout le monde, de le dupliquer en fait à tout le monde Mm. et de pas personnaliser déjà la prise en charge. Mais dès le départ, moi, ça a été extrêmement compliqué avec la personne qui me suivait à ce moment-là. Euh, mais bizarrement, je sentais qu'au fond de moi, il se passait quelque chose. Je savais pas quoi. Encore une fois, enfin, je connaissais rien à ce sujet-là. Mais on sent, en fait, ça m'a fait découvrir. Je me suis dit, c'est pas possible. Attends, quand même, une fausse couche comme ça, c'est pas normal en fait. Il se passe quelque chose derrière parce que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième.
Et c'est au bout de la 5e, on te disait encore, ça arrive. Ouais, ça arrive. Et puis on me disait à ce moment-là, c'était à l'époque, donc c'était il y a plus de 10 ans, on me disait, ouais, mais bon, vous savez, les suivis en PMA, ça coûte hyper cher, on n'envoie pas n'importe qui là-bas, quoi. Donc en fait, c'était... ouais, c'était... Dans la violence que tu vivais déjà, de vivre toutes ces fausses couches, en fait, t'as le corps médical qui te rajoute encore de la violence. Exactement. Ouais. On souffle, en fait, c'est pas normal. C'est ça. Et en fait, je me sentais à ce moment-là, vraiment, je me sentais, mais incompris. Je me dis, mais c'est pas possible. Attends, comment tu peux laisser quelqu'un qui est là, qui vient te voir parce que, en fait, dans mon histoire, alors, dans ces fausses couches même, Mm. non seulement donc il n'y avait pas une prise en charge médicale, mais en plus de ça, il y avait de la maltraitance médicale. C'est-à-dire que moi, par exemple, à ma deuxième ou troisième fausse couche, je sais plus, quand j'avais appelé ma gynécologue pour lui dire que justement le taux n'évoluait pas encore une fois et que je voulais qu'elle m'ausculte parce que j'avais des douleurs extraordinaires, elle m'a dit au téléphone, mais à quoi ça sert que je vous ausculte? Votre bébé, il est mort. Voilà. Et ça, c'est des choses, en fait, c'est des phrases qui restent et vraiment enfin, vraiment, c'était, ouais, enfin, c'était atroce, horrible, horrible, en fait, à entendre parce qu'en fait, on comprend rien au sujet, on est dépassé, en fait, on est dépassé par ce qui nous arrive, on est dépassé. Et mais je voulais pas lâcher l'affaire. Mais t'as bien fait. Mais franchement, je le répète à chaque fois qu'on aborde ce sujet, je suis archi désolée que tu aies eu à vivre ça. Et en fait, je suis tellement désolée que nous, les femmes, Ouais. malheureusement, je pense qu'on va encore vivre ça. Oui. Et c'est trop utile, en fait. Ouais. Cette émission qu'on est en train d'enregistrer, elle est trop utile. Bah parce qu'en fait, il y a des choses qui nous arrivent, en fait, on pense que c'est normal, en fait, de vivre ça. Parce qu'on nous fait croire que Voilà. ça l'est, ouais. D'entendre ce genre de phrase, c'est pas normal, en fait. Enfin, juste ça, c'est pas normal d'entendre ça. On laisse pas quelqu'un comme ça dans sa détresse, avec des douleurs, avec des pertes de sang, avec un traumatisme, on va dire même psychologique. Bien sûr. On laisse pas quelqu'un comme ça, enfin, c'est pas possible. Surtout quand c'est pas la première, etc. Enfin, là encore, j'en étais qu'au début, mais ça a été, en fait, limite un peu comme ça, enfin, jusque là, en fait, jusqu'à la fin. Ça a été... T'as pas trouvé, genre, la gynécologue Non. ou le gynécologue humain? Jamais. Le seul que j'ai eu, on va dire, qui était humain, il partait à la retraite. En fait, c'était un ancien professeur, professeur Friedman pour celles qui malheureusement connaissent ce parcours de PMA. Le père fondateur en fait de la FIV. Voilà, c'était le seul qui était humain, mais même lui, il était dépassé en fait. Et du coup, il pouvait pas s'attarder plus que ça sur mon cas. Même lui, même s'il était gentil, etc. Dans ses actions, il était limité et du coup, il s'investissait pas davantage pour éviter d'avoir une attache, voilà, avec une patiente qui peut pas accompagner finalement. C'est ça. Mais ouais, jusqu'au bout, ça a été un peu compliqué. Enfin, j'ai eu un parcours médical, on va dire, très compliqué, semé d'embûches. Ouais. Et c'est là, vous entendez déjà à travers son sourire la force. On le ressent. Je suis au bord des larmes et c'est elle qui va C'est ça. me consoler. Et ouais, et ce que j'allais te dire aussi derrière ça, c'est donc tu disais que tu as fait 31 du coup avec ta grossesse extra-utérine fausse couche. Et c'est à quel moment en fait, je sais que du coup tu t'expliques que tu as été mal accompagnée, mais c'est à quel moment que un médecin s'est dit mais attends, il y a peut-être un problème, on va chercher. Je sais que toi directement tu as ressenti qu'il y avait quelque chose, mais à quel moment en fait on t'a écouté finalement? Très tardivement. C'est-à-dire que la première fois, donc au bout de la 7e fausse couche précisément, j'ai été donc dans un premier centre de PMA où en fait j'ai fait une batterie d'examens, en fait les premiers examens qu'on nous demande de faire. Et en fait les examens qu'elle m'a fait, elle ne les a pas analysés. Je vais en revenir par après, mais juste pour raconter un peu mon parcours PMA. Donc j'ai commencé un premier centre de PMA et un jour je reçois un courrier sur une petite ordonnance où elle m'écrit on ne peut pas vous prendre en charge dans ce parcours de PMA tant que vous n'allez pas aborder une perte de poids et plus précisément une chirurgie bariatrique. Alors certes, j'étais en surpoids, je pense même en obésité à ce moment-là, mais en fait, encore une fois, ça fait partie des choses vraiment qui choquent. Enfin, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Enfin, à la limite, t'appelles ta patiente et tu lui expliques, t'envoies pas comme ça un courrier. Encore une fois, ça a été fait d'une manière extrêmement violente.
extrêmement violente. Déshumanisante, Voilà. tout ça, on connaît quoi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que moi, le dernier rendez-vous que j'ai eu avec cette personne-là, on se disait, on se tient au courant pour la suite, pour commencer un protocole de PMA, etc., etc. Et puis finalement, non. En fait, la désillusion à réception du courrier, on se dit, en fait, le parcours, il est terminé, c'est pas possible. On passe à autre chose et il faut que je perde du poids. Priorité, perte de poids. Parce que oui, toi, à ce moment-là, t'es bête et disciplinée. C'est ça. Tu te dis, je suis en train de faire appel à des gens qui ont fait tant d'années d'études, qui ont Exact. une expertise. Exactement. Et si je me trompe pas, parce qu'on en avait parlé, c'est une manière aussi de te faire culpabiliser, de te Oui. dire, mais c'est de ta faute. Exactement. Exactement, surtout que les examens que j'avais faits à ce moment-là, en fait, elle en a pas tenu compte. C'est-à-dire qu'il y avait, avant ma perte de poids, il y avait d'autres choses. Qui étaient problématiques sur les analyses. Ouais. Exactement. Et il a fallu 2 ans pour que je me rende compte. C'est-à-dire pendant 2 ans, c'est resté comme ça en statu quo, stand-by, pas de son, pas d'image. Je ne savais pas quoi faire. J'ai été complètement perdue. Et j'ai du coup, entre-temps, cumulé d'autres fausses couches. Et j'ai quelqu'un de mon entourage, ma belle-sœur, qui a été d'une aide extraordinaire, qui travaille voilà, dans ce milieu-là et qui m'a conseillé en fait, d'aller en Belgique puisqu'elle vit en Belgique. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai été me présenter auprès d'un médecin sur place, une spécialiste, elle me dit, mais attendez, vos examens là, que vous me ramenez datent de 2 ans, mais vous avez vu cette chose-là là? Qu'est-ce que c'est? Je lui dis non, on n'en a jamais parlé. Et en fait, c'était une histoire de réserve ovarienne très très faible. Voilà, j'avais ce problème de réserve ovarienne qui était très faible. Et en fait, c'est à partir de cet examen, enfin de ce rendez-vous en fait, qu'on a pu analyser ces examens que j'avais fait dans ce centre de PMA en France, que je commençais en fait à comprendre ce qui se passait. Je commençais à avoir un peu une esquisse. Qu'est-ce que j'ai pas, les pistes un peu à creuser. Et de là, en fait, elle me renvoie finalement en France pour me dire, mais en fait, c'est en France que vous devez faire certains examens. Vous savez, en France, il y a un centre qui permet, alors je le dis au cas où ça peut aider certaines femmes, donc c'est le centre Matrice Lab, voilà, au cas où ça peut vous aider, qui font des biopsies de l'endomètre. Et en fait, on essaye de voir un peu la réceptivité de l'utérine, donc voir si l'endomètre est fainéant ou pas, ou s'il a des cellules tueuses, etc. Donc elle me dit, voilà, il y a des pistes à creuser, il faut voir de ce côté-là également. Donc finalement, moi, je ne vais pas vous suivre, je vais vous renvoyer encore vers un centre en France. Et de là, en fait, on a commencé à explorer certaines pistes, à mener certaines actions, mais qui malheureusement n'ont pas donné de résultats positifs, on va dire. Parce que de là, j'ai cumulé des inséminations artificielles. Je n'étais pas éligible à la FIV en France. Mais voilà, donc j'ai fait un deuxième centre de PMA en France, qui gère également Matrice Lab. Mais malheureusement, pareil, c'est la même chose. C'est qu'en gros, on va te donner un traitement, un protocole à suivre, mais qui n'est pas suffisamment personnalisé à ta situation. Donc on va te dire, voilà, on va tester ça avec vous, mais au final, c'est pas... ça n'aboutit pas, quoi. Ça n'aboutit pas, et derrière, ça n'empêche pas les fameuses fausses couches, ou trouver vraiment le problème qui est là, et puis à la fin, on te dit, écoutez, on ne peut plus rien faire pour vous. Soit vous allez voir ailleurs, soit il faut penser à l'adoption, soit faire un don d'ovocytes, chose qui n'est pas compatible avec ma foi. Et puis encore une fois, on se retrouve seul en fait, seul, et ça nous oblige derrière à faire, moi en tout cas pour mon cas, à faire des recherches. Je me suis retrouvée moi dès 1h du matin au fond de mon lit à lire des études américaines, anglaises ou que sais-je, à les traduire pour essayer de comprendre ce qui se passait un petit peu à l'étranger, essayer de voir s'il n'y avait pas des alternatives que je pouvais faire, etc. Parce que voilà, il me fallait une solution. J'ai testé toutes les médecines impossibles et inimaginables. On parle de médecine prophétique, la médecine chinoise, je sais pas moi, tout ce que j'ai pu faire, j'en ai fait des tonnes. Parce qu'il me fallait, en fait, moi j'avais qu'un seul objectif dans cette épreuve, en fait, c'était d'aller au bout et d'arriver. Et puis, Dieu merci, à chaque fois qu'il y avait une porte qui se fermait, j'en avais une autre qui s'ouvrait.
où j'avais un indice ou un espoir en fait qui venait un peu alimenter quelque chose et qui me reboostait un petit peu parce qu'il faut pas croire. Hein. Aujourd'hui, on va rigoler, mais j'ai eu des moments vraiment, Sarah, où j'étais au fond du trou. Mais c'est normal. J'étais au fond du trou. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, les premiers temps, la sidération et tout ça, on se dit forcément, on se pose cette question, on se dit mais pourquoi ça m'arrive? J'ai fait quoi? Je comprends pas. Je fais de mal à personne. J'ai une alimentation, on va dire à peu près normale. J'ai une hygiène de vie que je trouve à peu près normale. J'ai fait quoi de mal? On est là, on questionne un petit peu son entourage. Maman, il s'est passé quoi? Comment? Enfin voilà, on essaye un peu de comprendre ce qui se passe. On n'a pas forcément de solution à notre niveau et du coup, bah, on va essayer de combler en fait ou de trouver certaines solutions avec d'autres alternatives, mais en vain en fait ça n'a pas fonctionné et du coup ça a créé chez moi enfin vraiment des moments où j'étais ouais non j'étais vraiment au fond du trou et ça m'a même changé, enfin ça m'a brisé quelque part vraiment, ça a brisé quelque chose en moi, mais il était hors de question que je lâche l'affaire. Il fallait que j'aille au bout. Clairement, il fallait que j'aille au bout de cette épreuve. Et c'est ta résilience C'est ça. qui est exemplaire pour moi. Ah, c'est gentil. Non, mais Merci. je sais te pas le si dis. je suis un exemple. Non, mais en tout cas, pour moi, je le répète, pour moins que ça, je fais des mental breakdowns. Et je fais du breakdance en criant dans toute la maison. Non mais vraiment, j'essaye de mettre un peu d'humour, mais c'est ça qui est incroyable. Parce que là, tu étais en train de parler du parcours médical, justement. Ouais. Mais à quel moment? Parce que là, tout à l'heure, tu t'es arrêté, tu as dit, au bout de ma 7e fausse couche, ils ont commencé à essayer de chercher. Oui. Mais au bout de combien ils se sont dit, il y a peut-être aussi besoin d'être un humain, de l'accompagner, et sa santé mentale. Est-ce que quelqu'un, dans ce corps médical, t'a dit à un moment donné, mais ça va? Est-ce que vous avez besoin de consulter? Est-ce que... Non, jamais. Jamais. On m'a vu pourtant à chacun de mes rendez-vous en train de pleurer. Et pour autant, non, on m'a jamais proposé ni de si. On m'a suggéré de faire de l'acupuncture pour un peu me calmer, détendre, etc. Mais à aucun moment, il y a eu un accompagnement, on va dire peut-être psychologique ou une aide ou, je sais pas moi, un groupe de parole ou j'en sais rien, peu importe la forme. Non, jamais. Ça, je l'ai fait moi de mon côté, à essayer de trouver des solutions pour essayer un peu d'apaiser tout ça parce que vraiment, en fait, c'est un déferlement et d'informations voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passe, de sentiments, enfin vraiment ça bouillonne de tous les côtés. Bien sûr. Et à un moment donné, en fait, tu es obligé d'essayer de te canaliser parce que sinon Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tu n'es même pas obligé. Et toi, tu choisis de le faire. Ouais. Ça veut dire là où peut-être d'autres personnes, et ça aurait été autant entendable aussi, décident d'abandonner, de se dire, bon, bah voilà, c'est comme ça. Toi, à chaque fois qu'on te donne une piste, parfois, border, franchement, grossophobe. Ouais, elle est perdre du poids, la meuf, elle a pas lu tes, elle a pas lu tes analyses, pardon. Franchement, je suis dans l'émotion, excusez-moi. À ce moment-là, tu te dis quoi? Ok, et elle fait appel à moi, et je viens chez elle, ça. et elle vient à tous les cours, et on fait de la boxe, et elle fait attention à ce qu'elle mange, déjà qu'elle mangeait pas n'importe quoi. En fait, ah oui, j'ai même fait un régime sans gluten pendant 1 an parce qu'on savait que ça pouvait jouer. Discipliné. Ah oui, mais le docteur, il a dit que. C'est ça. Alors que j'en profite, je fais un parallèle. Je sais que je suis suivie par beaucoup de gynécologues et de sages-femmes. J'en connais certaines d'entre elles, et en tout cas, je sais que c'est des médecins quand même assez conscients de ce qui se passe, qui font tout pour venir casser ces codes de maltraitance médicale et tout. Mais si jamais, dans les sages-femmes et les gynécologues qui vont écouter ce podcast, il y en a qui sont comme les docteurs que championne à la croisée là, et il faut changer. Il faut cesser. C'est pas des brebis que vous avez face à vous, et quand bien même c'était une brebis en fait. Exactement, ouais. Excusez-moi, j'étais énervée. Non, je poursuis justement sur ça, parce que à un moment donné, j'ai une question, je pense qu'on est beaucoup à se poser, mais quand t'arrives à fausse couche, encore fausse couche, encore fausse couche, et ça va pas, mais tu lâches pas l'affaire, à quoi tu t'accroches? Qu'est-ce qui te fait persister? À ma foi, parce que j'ai grandi comme ça, parce que ça fait partie de mon éducation. Et tu te dis, non, j'ai une épreuve. Si j'ai cette épreuve-là, c'est que je peux la surmonter. Donc je dois faire ce qu'il faut. Je dois faire, quoi qu'il arrive, je dois faire je peux pas rester comme ça de toute manière. En fait, je me dis, rester dans l'inaction, ça ne va rien changer. Donc autant que je sois active dans cette épreuve, que je la vive correctement, que je fasse ce qu'il faut, que je pousse toutes les portes pour essayer d'obtenir le résultat que je veux. Et au pire, si j'ai pas ce résultat,
au moins j'en aurai la récompense. C'est comme ça que moi que je raisonne, et c'est comme ça que j'ai raisonné à travers cette épreuve-là. Et je me suis voilà, tout simplement raccrochée à ma foi. Et après, dans cette épreuve-là aussi, il y a des personnes qui ont joué, qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée. Tu t'es cité il y a 2 secondes, et c'est la réalité. Moi, je sais que la boxe, euh, et d'ailleurs, il y a un jour, il y a une séance en particulier où je t'avais demandé de me faire un certain nombre de coups de gauche-droite. Je ne sais pas si tu t'en Je m'en souviens. souviens. Où j'avais, voilà, je m'étais écroulée à la suite de ça. C'était à l'époque, j'en étais à 28. Et je m'étais écroulée. Je m'étais écroulée au 28 en larmes parce que c'était... En fait, j'essayais de les visualiser parce que il fallait que ça sorte, en fait. Quand on n'a pas de moyen de les évacuer, en fait, de les exprimer ou d'en parler, on va dire, ouvertement, que ce soit... Voilà, rien qu'en parler à sa famille. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ça. En fait, même ça, en fait, c'était une responsabilité pour moi. Parce que, en fait, je voulais pas les inquiéter davantage, tu vois. Donc, je peux pas me permettre de dire à ma famille ou à ma mère, par exemple, qui s'inquiète comme pas possible, lui dire, maman, attends, bah écoute, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Enfin, tu vois, je peux pas lui dire, maman, encore, c'est une énième fausse couche, c'est pas possible. Donc, en fait, il y a plein de fausses couches, voilà, qui sont restées comme ça, sous silence, entre moi et moi-même. Et le fait de les garder comme ça, enfin, à un moment donné, je ne pouvais plus. Et la porte de sortie que j'ai trouvée, au-delà de la parole, quand je peux en discuter avec X ou Y personne, pour moi, hein, la boxe, il fallait que ça sorte. Moi, par exemple, encore aujourd'hui, quand tu me demandes de faire des gauches-droites et qu'on fait une chorégraphie, moi, dans ma tête, je ne sais pas si tu me vois concentrée, je Toujours. suis loin. Toujours. Je suis loin et dans ma tête, vraiment, quand toi, tu dis gauche-droite, 1, 2, etc., moi, dans ma tête, je les compte. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai besoin que ça sorte, j'ai besoin de les évacuer, j'ai besoin voilà, d'exprimer en fait ce que j'ai au fond de moi parce que ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Tu sors pas de là indemne, quoi. Ouais. Donc, je t'ai fait pleurer, je suis désolée. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait un super teint parce que ce soir, je vais au resto Ah, avec ma famille. on fera une retouche. Non, mais vous voyez, c'est en ça que je vous dis, elle a eu la sensation que je l'accompagnais, Oui, mais c'est toi qui m'as accompagnée. Tu sais, alors c'est pas du tout un podcast pour parler de moi, mais comme tous les êtres humains, je suis pas parfaite, je suis imparfaite, et je suis sûre, j'étais impatiente. Mais tu sais, genre, on parle de ce sujet, moi j'ai connu des soucis d'infertilité minimes, à côté de ce que t'as vécu, je pardon. pense pas qu'il y ait une hiérarchie Non, mais dans je les te le dis pourquoi je problèmes. te dis minime, parce que pareil, comme toi, j'arrive dans la vie, j'ai envie d'avoir un gosse, bim, je commence avec une fausse couche. Ouais, ouais. Une seule fausse couche, moi j'ai douté de ma foi. Ça veut dire, je me suis dit, c'est pas possible. On m'a dit, faut demander, j'ai demandé. On m'a dit, faut prier, j'ai prié. Faut faire ceci, j'ai fait Ouais. ceci. Je me suis mise à douter, Mm, mm. tu vois. Et pour moi, le fait que tu sois rentré dans ma vie, en tant qu'élève dans un premier temps, etc., c'est aussi, tu vois, en tout cas dans ma spiritualité, dans ma foi, je le vois comme ça. C'est une leçon de sagesse. Regarde, à ce moment-là, tu t'es senti éprouvé, à juste titre. J'ai eu une épreuve qui était la mienne, Ah oui, etc. oui, bah Mais oui. regarde ce que j'ai donné comme épreuve à tel ou un tel, et regarde ce qu'elle en fait. T'as transformé un truc qui dure. C'est dur, c'est quelque chose. Je sais pas combien de gens tiennent comme ça debout dans dans une très jolie tenue blanche avec un beau brushing, etc. Tu l'as transformé en une leçon pour nous. Et je suis certaine et il faudra pas hésiter que les championnes qui sont en Oui. train de nous écouter, peut-être les époux de ces championnes, des couples qui sont peut-être même pas mariés, des gens qui envisagent un jour de devenir parents et qui vont avoir ces difficultés ou qui ont actuellement ces difficultés, en fait, tu apportes un truc avec ton histoire. Et c'est super ouf ce que je te dis, mais regarde, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ce malheur, dans cette difficulté, t'as apporté un truc, je le vois aussi grand que le monde. Tout à l'heure, s'il te plaît, c'est toi qui souffres. Et tout, tu disais, j'ai voulu préserver. Tu Ah pensais à oui, ta famille, ça veut dire que toi, oui, t'étais oui. là, tu venais à la boxe. Et je me rappelle de ce nombre. Et c'est pour ça que je me suis lâchée aller. Et t'es venue à la boxe et tu m'as dit, Sarah, commence pas. mon temps. Promis, je te fais une retouche. Et tu m'as dit, Sarah, fais-moi tant. J'ai compris.
J'ai compris parce que vu que je t'accompagnais aussi chez toi, j'étais dans la confidence et t'as Ouais, tapé. Et moi, après, cousine, j'ai dû rester digne et faire le cours aux 30 autres nanas dans la c'est salle. ça. Et t'es parti, t'as cogné, t'as chialé, t'es revenu. Et Ouais, machallah, vraiment, je sais même plus. J'ai pas les mots. En fait, il faut savoir qu'encore une fois, c'est un podcast archi nature. On n'a rien préparé, il n'y a pas de c'est ça. questionnaire. C'est ça. Je suis une très mauvaise journaliste, je prépare les choses. Mais voilà, et donc, on reprend, concentration, elle me refait le teint, de toute façon, elle n'a pas le choix. Oui. Et donc, tu disais donc ce que tu t'es accroché à ta foi, À ma foi, etc. Donc, principalement à ma tu foi, t'es ouais. senti accompagné par Dieu tout le long de ton épreuve. C'est Et ça? tout à l'heure, tu parlais de ta belle-sœur aussi qui a été une aide. Oui. Est-ce que, à l'inverse aussi, à un moment donné, tu as eu l'impression que, je sais pas moi, des gens qui travaillaient avec toi, dans ton entourage, dans ta vie, justement étaient peut-être en marge de ce que tu étais en train de vivre et tu te sentais pas soutenu, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait face à ça? Ah oui, non, mais je pense que ça, c'est comme, on va dire, je pense pour tout le monde. On a toujours des gens un peu trop intrusifs dans la vie des gens, là, qui viennent et qui débarquent et qui veulent un peu savoir ce qui se passe, ou qui essayent de prêcher le faux pour avoir le vrai, ou qui se permettent de faire des jugements. Moi, j'ai déjà entendu. Ah bah moi, en tout cas, j'ai pas de problème. En tout cas, je suis très fertile, hein. En tout cas, moi, j'ai pas de problème pour tomber enceinte, hein. Sachant que toi, juste avant, tu viens de te confier, entre guillemets, sur le pourquoi du comment que t'as pas d'enfant. Donc oui, t'as toujours des gens un peu comme ça, soit vicieux, soit méchants, soit maladroits, soit... Mais face à ces gens-là, bah, je cherche pas, en fait, je cherche pas à polémiquer ni à répondre. Je reste digne et je les laisse, en fait, dans leur médiocrité. C'est surtout que ton épreuve, elle est tellement finalement plus grande que C'est ça. ça, en fait, je m'attarde pas, en fait, avec des Ouais. gens comme ça qui n'ont pas cette décence, en fait, de se remettre un petit peu en question et qui ne réfléchissent pas. Ça m'intéresse pas. À partir du moment où tu es capable de penser ou de dire des choses comme ça dans ta méchanceté, mais en fait, tu m'intéresses pas. Donc non, en fait, ouais, pendant tout mon parcours, j'ai eu affaire à ce genre de personnes, mais je me refuse de leur accorder. Ton temps finalement. Non, ouais. Et J'ai pas ton que ça à faire en énergie. fait. Ouais, Ouais. j'ai pas que ça à faire et je préfère me concentrer réellement sur ce qui est important. Bien sûr, ça fait mal, ça fait de la peine. Tu dis, attends, t'es là, tu viens avec un peu ta faiblesse ou ta sensibilité ou ton épreuve, peu importe, et puis t'as quelqu'un qui, Qui utilise ça pour te faire mal, ouais, quoi. clairement, contre toi. Vraiment, tu le sens que, voilà, il s'en sert vraiment contre toi. Donc tu te dis, ça m'intéresse pas. Mais oui, malheureusement, faut s'y préparer. T'as des gens, oui, bah t'as quand même un certain âge, ça fait longtemps que t'es Oh, marié. punaise, j'allais y Ah, en venir, j'allais plus, te dire, il y a cette fameuse pression ah oui, qu'on... vous êtes les premières, vous êtes mariés quand même, vous devriez. Bah oui, mais en fait, c'est pas moi qui décide. Et t'as jamais eu envie de mettre les gauches-droites que je t'ai appris dans la Ah tronche de ces si, gens? mais bien évidemment. Attends, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Ah oui, non, oui, bien évidemment, t'as envie de les secouer, et même au-delà de ça, ces personnages, limite, t'as envie de te poser avec eux et leur faire une leçon de morale, et les raisonner, leur faire comprendre un petit peu leur imbécilité, vraiment, leur mettre en pleine tête leur débilité. Mais après ça, tu te dis, bon, franchement, à quoi bon? Ça sert à rien, en fait, t'as des gens mauvais, t'as des gens mauvais, j'ai pas le temps pour ça. Vraiment, j'ai pas le temps pour ça. Et puis, quand t'es dans une épreuve comme celle-là, t'es tellement... t'es tellement dedans que, Ouais, t'es subhanallah, en focus, fait, ouais, c'est t'as ça. des œillères, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis vue pendant cette épreuve-là. J'avais des œillères. Et, alhamdoulilah, en fait, j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais pris ce temps-là, voilà, pour me focaliser sur des choses négatives. C'était tellement trop violent pour moi à supporter Mm. que le reste m'importait peu. Vraiment. Même si ça me blessait comme pas possible, Bien attention, hein. sûr. Mais je me relevais vite, en fait. Je me disais, allez, c'est bon. Flemme, Ouais, les toi, gens, t'étais hein. vraiment focus, Ouais, non, j'ai pas le déterminé. temps pour ça. Là, ce qu'il me fallait, moi, c'était une solution et que j'avance et que je reste digne et que, voilà, qu'on arrive avec. On arrive voilà, à concrétiser ce projet-là et c'est tout. Et le reste, oui. Après, la pression familiale, voilà, elle est là. La pression de l'entourage, elle est là. La pression sociale, elle est Pression. là. Ceux qui te connaissent pas forcément. Ah, t'es marié? Ah, t'as pas d'enfant? Mais pourquoi t'as pas d'enfant? Puis il y a ça, il y a aussi les congés. Tu vois, le fait de pas Ah, en travail, avoir, bien sûr, ouais, ouais. le fait de pas avoir d'enfant, on te dit, bah non, bah t'es pas prioritaire. Mais t'as pas de gosse, de manière, toi. T'es pas obligé de prendre des vacances Ouais. pendant les En fait, vacances scolaires. chaque instant dans ta vie, Ouais, on te rejette oui, à la tronche, ouais, ouais, tu n'as pas de gosse, c'est ça. etc. Ah oui, oui.
Ah, clairement, ça, on me l'a sorti à tort et à travers. Ouais. Et ça, il faut en profiter aussi. Donc pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous écouteront demain, non, il faut que ça cesse en fait. On n'a Exact. pas le droit. Parfois c'est maladroit. Moi je suis capable d'accepter que parfois c'est maladroit. Mm. Ah, et toi t'as pas d'enfant? On est des êtres humains, on a un cerveau, on comprend que c'est maladroit. Sauf qu'il faut arrêter avec ce genre de pression-là. Bah, surtout dans 2024, ça y est, là. Ça y est. Enfin, les problèmes de fertilité, les problèmes, peu importe. Enfin, en tout cas, ce sujet-là, il est quand même évoqué En long, en en large large, et en en travers et travers, sur ça y est. différentes plateformes, sur différents moyens, on va dire, enfin, de moyens de communication. Ouais. Et les gens aujourd'hui sont quand même au fait et au courant de ce qui se passe dans la vie d'une femme ou d'un homme. Et on peut pas se permettre, on peut pas se permettre aujourd'hui de venir comme ça dans la vie de quelqu'un et d'être intrusif. Mais comment ça fait t'as pas d'enfant? Mais ça fait combien de temps que t'es marié? Mais pourquoi t'as pas de gosse? Mais t'as... Enfin non en fait. Ça J'ai n'existe pas pas. d'enfant, j'ai pas d'enfant. Réfléchis par toi-même et tu comprendras. Ouais, Et puis ça peut être un choix aussi. Ça peut être un choix, tout à Et fait, ça peut j'allais être un dire. choix. Donc, Ça peut être un choix. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut que les gens arrêtent d'être trop à l'aise. Exactement. Vous n'êtes pas dans votre canapé, en fait, dans la vie des gens. Comme ça, c'est dit. c'est ça. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Et voilà, donc, épreuve. Donc, alors, je rappelle juste quelque chose, parce que quand elle vous dit plus de 10 ans et tout, championne à côté de moi, elle n'a pas 50 ans, d'accord? Elle n'a pas 45 ans non plus. C'est une championne qui est très jeune. Tu peux Et- dire mon âge, bah, hein. J'ai 38 ans. C'est une championne qui est très jeune, qui a 38 ans. Et Alors, qui ne les fait pas en plus. et voilà, et qui n'a pas commencé à essayer d'avoir des enfants à 8 ans. Exactement. Ce que je vais vous expliquer par là, ça veut dire qu'il y a des moments où tu as vécu des fausses couches plusieurs fois la même année. Exactement. Bah, les 3 premières, je les ai faites à 2 mois d'intervalle à chaque fois. Voilà, Donc, donc plusieurs fois dans la même année. Ouais. Euh, Est-ce que on visualise là la combativité? Tu sais, juste, je te coupe. Ouais, Il y a- tu me coupes pas, je t'en prie. il y a- C'est il y a ton juste- podcast. il y a juste comment dire, enfin, juste pour que, là, tu disais visualiser la combativité. Mm. Moi, en fait, je sais pas comment ça s'est fait, je sais pas. Tout à l'heure, je disais j'avais des œillères. Mais en fait, il y a à un moment, j'ai fait un exercice que j'ai pris en fait du livre Retour à l'essentiel. Je sais pas si tu l'as déjà. Oui. Ouais. Et en fait, dans Myriam Lagdar qui a écrit ce livre, c'est ça. Exactement, ouais. Et en fait, dans ce livre-là, il y a un exercice où on te dit de mettre sur une frise un peu les événements importants, les épreuves, etc. Et en fait, là où j'ai visualisé le nombre de fausses couches, où en fait je m'en suis rendu compte, pourtant je le savais, je les vis, et Dieu sait qu'elles étaient très 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 douloureuses. En fait, un jour j'ai fait donc cet exercice, et je me suis, entre guillemets, amusée, c'est pas le bon mot, mais vous avez compris, à mettre donc sur cette frise-là des croix sur justement toutes ces fausses couches. Et j'en étais à 24 à ce moment-là. Et je vous assure, et je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais faire là, mais de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fausses couches. Ça m'a semblé mais tellement interminable. Et je me suis effondrée. Mais effondrée. D'ailleurs, ici, là, on est assise, là, tu vois. J'ai chialé comme pas possible. Et j'ai contacté, du coup, ma meilleure amie directement. En fait, je le savais. Je savais que j'avais fait un certain nombre de fausses couches. Mais j'arrivais pas à le visualiser. Je n'arrivais pas, en fait, à m'en rendre compte. Et il m'a fallu cette frise-là. Et je sais pas, en fait, ça... Je sais pas comment dire, en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, ça m'a retourné. Le fait de le visualiser, de le voir, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Comment t'as pu gérer ça? Comment t'as pu subir toutes ces... C'est énorme, en fait. C'est interminable. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, ça m'a... J'avais l'impression de vivre dans un monde parallèle, tu vois, Stargate. Tu vois, Oui. Stargate SG1, tu te souviens, cette référence? Et ben voilà, et vraiment, ça m'a... Je sais pas, enfin voilà, juste pour
juste rebondir sur le terme visualiser, je voulais juste introduire ça en fait en disant que vraiment quand on prend le temps aussi de poser, euh, je sais pas comment notre épreuve peut-être sur papier ou l'exprimer ou ce genre de choses, bah, c'est peut-être là en fait qu'on se rend compte de ce Que qu'on est tu en train de... conscientises en Ouais, fait. c'est ça. Et donc, quand tu as fait cet exercice emprunté au livre de Myriam Lakdar, Ouais. t'en es à 24. À ce moment-là, ouais. Tu conscientises, et c'est là où je parle encore de ta combativité, tu t'arrêtes pas. Non. Tu t'effondres, etc. Tu sèches tes larmes et tu dis ok. Et je repars depuis là après dans un autre parcours encore plus compliqué. Et tout à l'heure d'ailleurs, je dis ça, je m'étais noté ça dans un coin de ma tête, tu as expliqué qu'en France, tu n'étais pas éligible pour la PMA. Ouais, pour la Est-ce que, FIV. pour la FIV, pardon. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi? Juste qu'on sache comment ça fonctionne en fait. Bah parce que j'avais une réserve ovarienne beaucoup trop faible et on sait qu'en France, bah, dans les centres de PMA, en fait, ils sont notés, etc., par rapport à leur taux de réussite et tout. D'accord. Et donc, c'était trop risqué pour eux de... Pour leur stat finalement. Exactement. Quoi, de... Ouais. Parce que, voilà, quoi, il y avait de fortes chances que la FIV n'allait pas aboutir. Et voilà, on prend pas ce risque-là. On se dit, ça sert à rien. Donc en fait, t'es non éligible parce qu'ils veulent pas prendre le risque que ça ne fonctionne pas. C'est exactement ça. D'accord. Non pas que les traitements ne peuvent pas, pas faire effet, ils peuvent faire effet, mais voilà, peut-être que la chance elle est très très faible et eux, voilà, leur stat prime. Et est-ce que tu as rencontré d'autres femmes dans ton parcours qui qui avaient un parcours similaire au tien? Non, Ou jamais autant? non, jamais Et autant. même les médecins, en fait, à chaque fois qu'ils tombaient sur toi, ils étaient surpris, j'imagine. Oui. Enfin, surpris quand je dis. Oui, oui. Enfin, excuse-moi, c'est pas Ah surpris non, non, en c'est mode. la moi, réalité, non, non, c'est le C'était vrai en terme. mode. T'étais leur cas d'étude. Oui, 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 oui. En me disant, voilà, c'est un mystère pour nous. Un mystère. Un Et mystère. il y en a jamais qui ont peut-être tenté, de manière justement pas bonne, de te prendre comme un challenge quitte à. Non, 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 je pense que ça les dépassait tellement. Et puis Ah, après, ils avaient l'humilité en tout cas de dire on peut pas faire quoi. ouais, parce qu'eux-mêmes étaient limités en fait dans leur pratique. Ils n'avaient pas les moyens de faire des examens peut-être aussi poussés qu'ils auraient aimé faire. Ou... Non, non. Donc d'office, même s'ils étaient étonnés, même si peut-être ils voulaient s'investir davantage, de toute manière, ils étaient limités aussi par leurs propres moyens. Donc non, pourtant j'aurais aimé que quelqu'un vraiment me prenne comme un cas d'école ou tu vois, ça m'aurait pas dérangé. T'aurais aimé. Ouais, parce que je me dis au moins... J'aurais tout essayé, tu vois. non, c'est même pas ça. Enfin oui, mais au-delà de ça, je me dis j'aurais peut-être pu servir À la science, voilà, aux d'autres femmes c'est finalement. ça. En fait, moi, mon objectif, dans ma tête, je me disais, il faut impérativement que tu solutionnes ce sujet-là, là, pour éviter que d'autres femmes subissent la même chose, en fait. Tu vois, ce point d'interrogation qui est sur mon cas, j'aurais aimé, en fait, qu'on puisse lever le mystère et que ça puisse servir à d'autres femmes. Vraiment, c'est quelque chose, je me dis, mais on ne peut pas rester comme ça dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il en est, etc. Mais après, il y a des choses qui nous dépassent, c'est comme ça et c'est comme ça, mais en tout cas, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Tu vois, que quelqu'un vienne s'investir jusqu'au bout avec moi, qu'il me prenne, entre guillemets, sous son aile et qu'on pousse le sujet jusqu'au bout. Mm. Mais est-ce que du coup, là où t'en es arrivé, on t'a enfin donné genre un diagnostic précis, clair, en te disant que d'après la science, parce que moi je me fie pas trop à ça, c'est pas possible, ou c'est possible, ou il faut opérer ça, ou il faut prendre tel médicament. Est-ce que là aujourd'hui ils s'en sont arrivés à quelque chose comme ça ou toujours pas? C'est mitigé. Alors les derniers examens que j'ai faits ont été faits en Belgique et donc là-bas ils ont vraiment une autre façon d'aborder ce sujet-là. On a certaines pistes. On a eu d'après eux la cause même des fausses couches. Mais malheureusement, après certains examens, certaines opérations, j'ai fini par faire une grossesse extra-utérine. Donc ça, c'était vraiment le dernier, on va dire le dernier essai. Et donc, en fait, pour le moment, non, on ne sait pas réellement ce qu'il en est. Puisqu'au final, avec les examens, avec les opérations que j'ai subies à la suite de leur découverte, etc., finalement, ça s'est solutionné par une grossesse extra-utérine. Donc, à l'heure actuelle, non, toujours pas. Il y a enfin, au niveau médical, il n'y a pas encore eu de solution proposée Exactement. À ton problème. Non, toujours pas. Eh bien, écoute, Asma, avant de finir, est-ce que tu as un petit mot peut-être à adresser à toutes les femmes qui vont avoir la chance d'écouter ton histoire, parce que c'est une chance, vraiment. Et est-ce que tu as un mot à leur adresser, un conseil à leur donner Je ne sais pas si j'ai la prétention de donner des conseils, mais en tout cas, ce que je peux dire aux femmes qui pourront nous écouter,
écoutez-vous dans un premier temps. Voilà, c'est écouter un peu l'intuition que vous avez au fond de vous-même. Quand vous sentez que ça ne va pas, ne laissez pas forcément le corps médical décider pour vous. Ce qui compte, c'est vous, première des choses. Et prenez-vous en charge aussi même, je veux dire, enfin, ayez un suivi quand même, j'allais dire psychologique, pas forcément avec un enfin, pas forcément avec un psychologue, mais en tout cas avec, comment dire, avec un professionnel qui De vous la santé mentale, ouais. ouais, qui vous permettra voilà, de supporter ces épreuves-là de la meilleure des manières. Moi, perso, ce qui a été salvateur pour moi, c'est la boxe. Je le dis, je le répète. C'est vrai. Mais ça peut être, voilà, ça peut prendre différentes formes. Et il faut en fait avoir un soutien quelque part. Il faut que derrière, vous puissiez en fait vous extérioriser en fait ce qui vous ronge, ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, ce qui est à l'intérieur de vous. Parce qu'encore une fois, alors je n'ai pas terminé ce que je voulais dire, mais il y a la famille, c'est une chose. Il y a les amis, c'est une chose. Il y a le mari aussi, c'est une chose. Il a sa place et il fera, je pense, du mieux qu'il pourra. Mais il y a des choses en fait qu'on garde. Parce que, en tout cas, moi, me concernant, j'ai eu à cœur en fait de préserver tout mon entourage. Tu vois, j'ai pas C'était voulu. pas une mission qui t'incombait, je comprends. Ouais, mais c'est moi. Ouais, je Moi, sais. c'est moi et mon caractère et ma personnalité. J'ai jamais voulu trop voilà, en parler, ni le... parce que je sais derrière que ça va, voilà, ça va les blesser, ça va leur faire du mal, ça va leur poser des questions, ça va les inquiéter, ça va, enfin bref, voilà, ça va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je voulais pas leur rajouter ça, voilà, de rajouter une couche. En plus de la tristesse, rajouter encore tout ça. C'était pas quelque chose que je voulais faire. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai gardées au fond de moi, même si j'avais, et elle se reconnaîtra, puisque je sais qu'elle va écouter ce podcast, celle que j'appelle mon sasseur. Mon sasseur, c'est Mon mignon sasseur, ça. voilà. La sœur d'une autre championne. Et elle était là pour moi et elle m'a écoutée. Elle était là à travers vraiment tout le long de cette épreuve. Mais il y a des choses voilà, qu'on garde, malgré tout, qu'on garde, etc. Et donc c'est important pour moi que celles qui vivent ce genre d'épreuves, et d'ailleurs je crois peu importe les épreuves, qu'elles puissent s'écouter et se faire accompagner en fait. Qu'elles trouvent, j'allais dire une issue de secours, mais une porte de sortie, je sais pas comment on peut appeler ça, quelque chose en fait qui peuvent les aider en fait à évacuer ce qu'elles ressentent. Mm. Parce que vraiment ça peut être à double tranchant. Moi ça m'a aidé, mais j'ai aussi connu des moments très compliqués où j'étais seule dans ma détresse. Vraiment, j'étais seule et à en faire des crises d'angoisse, tu vois, à faire des attaques de panique. Enfin, vraiment, j'ai fait des... Voilà, quoi. Ça a généré chez moi des troubles parce que j'ai pas exprimé ce que je ressentais. Et il y a un, pas un médecin, il y a un spécialiste un jour qui m'a dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est vrai. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, vraiment, c'est important voilà, de se faire accompagner tout simplement et après pour la patience se raccrocher à ce qui peut nous aider. Moi ça a été la foi, mais ça peut être autre chose pour d'autres personnes, mais voilà, trouver quelque chose qui peut nous faire avancer et faire accroître la foi qu'on peut, enfin la patience pardon qu'on a au fond de nous-mêmes. Voilà, c'est le petit message. Eh ben, merci beaucoup, ma championne. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous. Avec plaisir. Merci pour cette belle leçon de sagesse que tu nous offres aujourd'hui. Et je dis aujourd'hui, le truc que j'aime bien avec les podcasts, c'est qu'en fait, on peut l'écouter n'importe quand. C'est ça. J'espère que vous n'avez pas utilisé trop de mouchoirs et que vous avez profité de votre café, votre latte, votre thé, votre verre d'eau, peu importe. Donc voilà, si, comme elle disait championne, si jamais vous vivez ce genre d'épreuve ou finalement n'importe quelle épreuve, mon conseil ce sera toujours essayer de ne pas rester seul, bien que dans la solitude parfois il y a aussi une forme de remède, je l'entends, mais trouver quelqu'un, une personne de confiance, trouver une activité. Pour championne ça a été la boxe, mais ça peut être une balade, cuisiner, aller au cinéma, rester devant la télévision, why not, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en fait, œuvrez toujours pour vous faire du bien. En tout cas, c'est la mission que je me suis donnée dans la vie. C'est pour ça que je pense que j'aime autant mon travail. Ouais. Parce que j'accepte aujourd'hui, modestement, que j'aide beaucoup de femmes. Mais ces femmes-là, elles m'aident aussi énormément. Je vais profiter de cet épisode pour faire une grosse dédicace à absolument toutes mes élèves
depuis 6 ans. Donc j'ai compté la dernière fois sur mon site internet, ça fait plus de 1000 femmes différentes. Donc je fais un énorme bisou à ces 1000 femmes qui m'ont donné 1h30 de leur temps et qui ont permis d'écrire l'histoire de Championne d'abord, qui aujourd'hui me permettent d'écrire une histoire avec Le Café c'est pour moi. J'espère que l'écoute fut quand même agréable. On attend vos retours, vos questions. Je pourrais lui transmettre, ça t'embête pas s'il y a des questions, avec plaisir, des contacts et tout, ben je transmettrai. Et voilà, donc prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode du Café c'est pour moi. Je peux rajouter une dernière chose? Oui, Désolée. c'est bien, j'ai pas de jingle de fin, tu peux rajouter écoute, quand tu veux. On a une sage dans la team de Championne d'abord qui dit il faut se choisir. Choisissons-nous. Voilà, exactement. Bye bye. Salut.